Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Nous sommes à l'heure de Topic News, chers auditeurs, bonjour, et Franck Ramarson également, bonjour. Bonjour Pesca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Franck Ramarson, est-ce que nos politiciens ont compris le communiqué de la SADC? Je ne sais pas réellement si, puisque c'est en français, nos politiciens ne sont pas très forts dans la compréhension de ce langage. Mais toujours est-il que si on interprète dans le bon sens le communiqué de la SADC, cela veut dire qu'il y a une question que tout le monde se pose. Que va-t-il se passer après le 31 juillet 2012? C'est-à-dire après quel événement? Il vaut mieux répéter toujours Franck Ramarson, je crois. Ben vous savez, notre avantage ici chez Topic News, c'est que il faut disséquer les textes et faire une explication de texte pour que nos politiciens comprennent bien ce qui va se passer. Le communiqué de la SADC précise bien que s'il n'y a pas un accord entre les deux protagonistes, André Rajoelina et Marc Ravaloman, ils seront donc exclus du processus de sortie de crise. Ce qui veut dire donc qu'il y aura de nouveaux dirigeants pour partir du 1er août à Madagascar et que les deux problèmes de ce pays ne seront plus aux commandes et qu'il vaudrait mieux donc tourner la page, continuer sans eux pour l'application de cette feuille de route. Mais ce qui amuse aussi la galerie, Franck Ramarson, c'est que les protagonistes en soi continuent à faire des discours qui ne répondent pas justement à ce communiqué, mais les partisans aussi continuent à blablater. Non, mais je pense que c'est une fuite en avant de la part des protagonistes. L'un croit que avec la victoire, la ministre de l'Intérieur de l'Afrique du Sud, Madame Zuma, va pouvoir avoir le dessus sur son adversaire. L'autre continue à défier la communauté internationale en répétant et en insistant qu'il veut des législatives pour cette année 2012, alors que il y a donc déjà des déblocages en faveur de la CENIT, alors que il y a déjà un soutien inconditionnel de la communauté internationale au renforcement de la CENIT pour que les élections se tiennent en mai et juin 2013. Cela veut dire, Prisca, est-ce que les deux sont à côté de la plaque? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont en train, comme vous dites, de blablater, mais on s'attend réellement qu'est-ce qu'il y aura un échec ce fameux 31 juillet, puisque ce sera encore deux personnes qui vont encore discuter, chacun de son côté, des problèmes qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, l'institution seule qui est maître du jeu actuellement, c'est quelle institution? C'est la CENIT, puisque la communauté internationale n'a plus confiance qu'aux autres institutions, puisqu'ils font de surplace. Le gouvernement a des problèmes, puisque les mouvances ne s'entendent pas au sein de ce gouvernement. Le CT et le CST donc vont siéger maintenant pour faire quoi? Pour adopter donc d'autres lois, puisque les lois fondamentales, les lois importantes ont déjà été votées. Il y a eu la clôture il y a quelques jours de la session parlementaire. La seule institution que la communauté internationale croit, c'est la CENIT, puisque, comme ils disent, sur le plan politique, il n'y aura pas d'accord. On ne peut pas espérer des acteurs politiques, quoi que ce soit. À preuve, on n'a pas l'Union africaine au sommet des chefs d'État parler de Madagascar, ce qui veut dire donc que la seule voie pour pouvoir sortir de Madagascar, ce sont des élections crédibles, libres et transparentes, mais ce n'est pas uniquement aussi donc l'unique solution, mais d'abord faire auparavant donc toute une éducation électorale, toute une organisation, tout un processus pour donc, je dirais, recenser toutes les personnes qui peuvent aller voter, refaire une nouvelle liste électorale, puisqu'on veut faire une refonte des anciens, qui ne sont que des listes truquées, qui ont servi aux différentes élections auparavant, et que pour avoir ce que les gens disent des élections valides pour tout le monde, il faut du temps. Et c'est pour ça que la communauté internationale demande 11 mois. Ce sera donc au mois de mai-juin 2013. Alors, après 31 juillet, si ça capote, comme on le dit? De toute manière, la machine destinée à empêcher, surtout à balayer les empêcheurs de régler la crise, se met maintenant en route. Mais lentement, ça se met en route, mais lentement. C'est la communauté internationale qui la met en route. Je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle en a assez de tergiversations de nos acteurs politiques qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui fait preuve de patriotisme. C'est peut-être là qu'il faut donc un peu de courage si
les deux sont exclus, donc que le Premier ministre en place Belgique monte un gouvernement maintenant de technocrates. Ce n'est pas exclu dans la feuille de route. Technocrates, ça peut être aussi technocrates qui sont, je dirais, désignés par les acteurs de la feuille de route, ou bien par consensus les acteurs de la feuille de route permettent au Premier ministre de former un gouvernement de technocrates qui va réellement gérer les affaires courantes. Là, comme j'ai dit, la politique revient au Parlement et laisser la CNIT réellement, avec les coups des franches, organiser ces élections. Mais dites, Franck Ramarsson, le consensus n'est pas notre fort. Voyons déjà ce qui se passe. Oui, le consensus, effectivement, n'est pas notre fort parce que les acteurs politiques ne connaissent pas ce que c'est la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. Et surtout, donc, je dirais, protéger les intérêts de la population qui souffre de cette crise. Comme je vous ai dit il y a quelques jours ici dans cette émission, ce sont les hommes politiques et acteurs qui raisonnent par l'absurdité, mais pas la population qui voit ce qui se passe et qui risque de faire violence si le processus s'enlise encore plus, puisque c'est la pauvreté qui s'agrandit, qui s'accentue, l'insécurité tous les jours, tout le monde le vit, et surtout pour les enfants, la malnutrition. L'UNICEF maintenant se plaint qu'il y a un manque de budget et que le taux de mortalité infantile risque encore d'augmenter de plus en plus, et d'un côté, la famine et la misère. Est-ce que le président Radzuel voit tout ça, et aussi Marc Ravalman, au lieu donc de tirer des plans sur la comète en pensant demain qu'il pourra encore se présenter aux élections présidentielles. En arrêt sur image, Franck Ramarsson, pas un iota de patriotisme de la part de nos politiciens. C'est pas moi seulement qui le dis, mais même les observateurs, le simple citoyen. Est-ce qu'ils savent seulement ce qu'il veut dire patriotisme? Nous, ce qu'on voit donc dans votre arrêt sur image, c'est qu'on est en train de galvauder le mot souveraineté et qu'il y a ce qu'on appelle ce nationalisme obtus de la part de nos politiques, que dès qu'on touche un peu aux intérêts de quelques-uns, on crie, je dirais, au néocolonialisme, à l'ingérence étrangère, alors que vous savez bien, partout dans le monde, maintenant, la communauté internationale regarde de près la situation des populations, notamment d'un pays comme le nôtre, où le droit de l'homme, ce n'est pas uniquement la répression, mais le droit de vivre, le droit de se loger, ou le droit de la population qui n'arrive plus à manger, que le droit à la sécurité alimentaire, tous ces droits-là sont bafoués. Donc il est normal que la communauté internationale s'inquiète d'une population qui est, je dirais, en danger de mort. Et ce serait, comme on a dit depuis quelque temps, puisque le mot est à la mode, ce serait donc de la non-assistance de personnes en danger. C'est la communauté internationale ne peut pas être responsable de ça, même si elle est à l'origine donc des sanctions de nos acteurs politiques qui n'ont pas respecté le droit international. Franck Ramarsson, un autre point aussi qu'on a su à travers la presse, un conseil de gouvernement qui se décentralise, on a déjà vu ça, c'est déjà du entendu, et en fin de compte, de toute manière, ça pourrait changer quoi, en fin de compte? De toute manière, c'est pour que la population voit que l'on s'occupe d'eux, que pour un jour, je dirais, une région donc fait office de capitale politique, c'est peut-être uniquement pour ça. Mais quand on voit que le gouvernement manque de budget, donc pour tous ces déplacements, pour tous ces, je dirais, toute logistique pour faire déplacer une quarantaine de ministres avec toute leur suite, ce sera encore des dépenses ostentatoires. Mais je dirais un conseil décentralisé qui aura lieu quand, c'est-à-dire à la mi-août, mais avant il y aura le 31 juillet presque. Donc on verra si ça va se tenir. C'est-à-dire ne pas voir trop loin, mais voir d'abord ce qui est en bas. Voir d'abord ce qui est la réalité. Je vous dis, on fait de la fuite en avant. Que je dirais les deux protagonistes, comme vous dites, blablatent à gauche, à droite, mais aussi, je pense pas non plus que les ministres soient conscients donc de la situation qui est très 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 précaire actuellement sur le plan politique. Et que je reviens à la première question, est-ce que les hommes politiques ont compris le comité de la SADC? Je pense que non. On se retrouve, chers auditeurs, bien entendu, avec Franck Ramarsson aussi, sur Topic News. À très bientôt. À très bientôt et merci.